Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Bonjour chez vous, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, premier numéro. La prospérité titre Félix Tshisekedi, placé devant ses responsabilités. Grâce à ses publications et conférences scientifiques, le professeur Loekele Kalonda André, confirmé savant en sciences sociales. Léon Moulimbi du FN convainc Fachi vend la RDC. Jean-Pierre Bemba appuie Fayulu et prend Katumbi à contre-pied. Le journal. Et puis l'avenir titre 5 appelle Tshisekedi à s'assumer. Au Katanga, le gouvernement provincial enfin investit le chef de service de renseignement en réunion ce jeudi à Kinshasa. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, comme vous le voyez, les plus grandes informations sont déjà pratiquement passées. Et qu'il faudrait finalement réfléchir autrement. Et donc, comme nous sommes dans un travail de tous les jours, je me dis toujours, quand il n'y a pas des très grands sujets alertant la nation ou même la population, ou même des très grands enjeux, nous préférons revenir sur des questions beaucoup plus difficiles à résoudre. Et moi, j'aimerais m'hasarder aujourd'hui sur un thème qui va peut-être déranger certains esprits. Bon, moi, je le dis toujours, hein, le plus important, ce n'est pas ce que les gens vont dire. Le plus important, c'est ce que nous allons nous entendre à dire et ce que nous allons nous entendre à faire. Le premier sujet de cette de Critique Info d'aujourd'hui, c'est une sorte d'exclamation. C'est une sorte d'indignation, mais aussi d'interpellation. Le sujet, le titre est « Même sénateur à vie, Kabila continue à faire peur ». Même sénateur à vie, Kabila continue à faire peur. Et puis, deuxième sujet, dans la deuxième partie, la RDC en danger et en retard, Bemba Katumbi Fayulu appelé à faire un choix. RDC vers une république sans opposition, ça sera la troisième partie. Mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons de cette question de M. Kabila qui continue à faire peur. Vous l'avez certainement suivi, il a appelé les sénateurs, ce n'était pas la première fois, il avait appelé encore, il y a longtemps, il avait appelé les députés nationaux élus qui étaient allés chez lui, et puis on signale des rencontres, des rencontres assez ponctuelles et permanentes entre lui et certains hauts cadres de la République qui vont à Kingakati. Peut-être que dans peu de temps, ça va être certainement... déjà, c'était le gouverneur, et puis ça sera le président des assemblées provinciales, qui sait, et tout va bien se passer, et tout va se passer dans cette façon-là. Mais le problème est à quel niveau aujourd'hui, il faut le dire. Pourquoi Joseph Kabila continue à faire peur aux Congolais? Pourquoi tout le monde pense qu'il est encore président? Pourquoi tout le monde pense qu'il n'est pas encore parti? Les gens, malheureusement les Congolais, n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Quand c'est très logique, ils estiment que c'est là où il y a les problèmes. Mais là où il y a vraiment le problème, on a comme l'impression que ce n'est pas le problème. Donc il y a une sorte de désorientation cérébrale. Il y a une sorte de déconcentration, même dans notre propre imaginaire, ce que je peux appeler une panne de réfléchir, une panne de réflexion. Nous doutons de la vérité et nous croyons facilement au mensonge, malheureusement. Là où c'est clair, vraiment clair, comme l'eau de la source, c'est là où toutes nos suspicions reposent. C'est là où on a tous les doutes.
Mais là où c'est vraiment clair que c'est du faux, c'est là où tout est clair. Là où tout est clair, on n'y croit pas beaucoup. On dit non, mais ici, c'est compliqué. Mais là où tout est ambigu, c'est là où les gens croient finalement. Le Congolais, je ne sais pas comment on fonctionne. Nous croyons même en des hypothèses inexplicables. Nous croyons même en des hypothèses qui ne peuvent tenir la route que dans un monde de fous. Mais là, nous, on croit vraiment, quoi. Parfois, je suis inquiété. Parfois, je me dis, mais ça sert à quoi de faire le boulot? Quand on vient, on dit aux gens, on leur apporte tout ce qu'il faut pour le rassurer quand même, mais il y a toujours une sorte d'incertitude, toujours de doute. Et malheureusement, j'aurais compris, si c'était simplement ceux qui n'ont pas étudié, j'aurais compris. Mais lorsque le doute commence même à gagner les intellectuels de mon pays, alors c'est compliqué. Lorsque le doute, en réalité, c'est vraiment pas le doute, mais c'est la peur. La peur, c'est l'absence des idées, c'est l'absence d'un courage, c'est l'absence d'une détermination et surtout l'absence d'une sorte de résistance. En fait, on ne sait même plus dire qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire un élément important que les gens comprennent. Dans un pays et dans tous les pays du monde, vous avez le cadre juridique. Le cadre juridique qui permet les fonctionnements, qui prend en charge le fonctionnement régulier des institutions et de la vie quotidienne. Nous avons aussi les cadres politiques, ce qu'on appelle généralement des cadres sociopolitiques. Les cadres sociopolitiques sont des cadres qui mettent en place aussi un autre fonctionnement. Un fonctionnement parallèle avec le droit, celui du droit, mais un fonctionnement normal aussi des institutions. Alors, un pays ne peut pas fonctionner sans un cadre politique, sans un cadre juridique. Ne vous en faites pas. Par cadre juridique, ça ne veut pas dire un bon cadre juridique. Non. Quand on dit cadre politique, ça ne veut pas dire un bon cadre politique. Le Congo, nous nous sommes choisis nous-mêmes un cadre juridique ambigu, obsolète. Nous nous sommes choisis un cadre politique des pacotilles, un cadre politique basé sur les humeurs et pas sur la science. Dans certains pays, vous trouvez que la politique découle de l'université. Ça découle de la pensée de ce peuple-là et surtout de ses universitaires. Dans certains pays, c'est l'université qui dicte la politique à la société. C'est l'université qui dicte sa réponse aux questions de la société. Le droit provient de leur université, la politique provient de leur université, leur sociologie est même prise en compte par leur université. Et du coup, ce peuple évolue, comme on dit, intellectuellement et évolue scientifiquement. Il y a donc une évolution scientifique, une coordination rationnelle de la chose de l'État. Mais ce n'est pas le cas avec le Congo. Le Congo, ce sont les humeurs des gens. Ce sont les volontés des gens. Ce sont les intérêts particuliers qui dirigent, qui fixent le cadre juridique, qui fixent le cadre politique. Mais au-delà de ces cadres politiques et de ces cadres juridiques, il y a encore des pressions politiques. La pression politique peut être exercée par le peuple quand le peuple ne se retrouve pas dans la gestion. Quand le peuple ne retrouve pas son compte dans la gestion, ce peuple peut se définir un autre modèle de vie, un autre modèle de gouvernance, et on appelle ça un nouvel ordre que le peuple impulse. Oui, mais les dirigeants aussi peuvent changer un cadre politique. Ils peuvent exercer une pression politique sur le fonctionnement de tous les jours. C'est là qu'on appelle des révolutions institutionnelles. Vous êtes dans un pays, mais il y a une sorte de révolution institutionnelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas guerre. Non. Le peuple ne s'est pas fâché. Non. Mais c'est là le petit groupe qui dirige, qui estime qu'il faut impulser les choses, qu'il faut changer les choses, qu'il faut révolutionner les choses. On l'a vu toute la période de Mao, jusqu'aujourd'hui en Chine, ils sont en pleine mutation institutionnelle. La Chine se cherche institutionnellement. La Chine cherche à recadrer politiquement sa vie de tous les jours, son cadre juridique. Et le Japon, la même chose. Et l'Inde, la même chose. Bref, tous les pays du monde qui ont voulu changer leur manière de faire les choses, ils ont d'abord commencé par changer les deux choses. Le cadre juridique et les cadres politiques. Ce sont les deux fonctionnements les plus importants pour que Mboka et un peu évolue. Mais ce qui n'est pas le cas au Congo et principalement pour la plupart des cas en Afrique. Bon, pas tous les pays africains, il y en a qui se cherchent maintenant. Mais
le Congo, comme j'en parle aujourd'hui, c'est un pays qui est né comme ça. Nous sommes nés avec de dettes, avec de crédits. Nous sommes nés comme ça, difficilement. Historiquement inexistants, politiquement dépendants, juridiquement, je veux dire, insuffisants. Donc nous sommes nés dans des conditions extrêmement difficiles, pas comme les autres. Je n'entre pas dans ce détail parce que je les ai donnés dans mon cours à Notre-Dame du Congo. Je reviens sur notre ADN politique. De quoi est composé l'ADN politique de Congolais et surtout de la République démocratique du Congo? L'ADN politique est composé de chefferie, ça veut dire les gens ont encore la conception du roi, ils ont encore la conception de la sacralité du chef, pas de la fonction du chef, mais de l'homme qui est investi là-bas. Nous sommes encore dans notre ADN. Il y a la peur, le doute, l'incertitude. On a toutes ces choses qui compliquent notre existence en tant qu'État. Et si nous allons un peu plus loin, messieurs et dames, vous vous rendrez compte que nous sommes organisés pour être comme ça, en fait, pour vivre dans cette incertitude du pays. Et on est comme ça. Lorsque vous prenez Kabila Laurent, vous posez la question, quel était le cadre juridique que Kabila Laurent avait mis en place pour désigner ses dirigeants? Ils vont vous dire que c'était le même cadre que M. Mobutu utilisait pour finalement changer ses dirigeants. C'était la même chose. Le même organigramme, la même architecture, mais on pouvait changer justement de petites têtes, mais le problème était entier. Le problème était le même. Lorsque M. Kabila part, il meurt, Joseph Kabila Kabange vient au pouvoir. Quel était le cadre juridique qu'il avait installé? Mais on va faire des débats là-dessus jusqu'au matin. Personne ne nous dira le cadre juridique qui a permis à ce que M. Kabila se retrouve président de la République. Rien du tout. Nous arrivons en 2003. Quel était le cadre juridique de 1+4? On va encore faire des débats inutiles. Consensus, table ronde, sans suite. On va raconter ce que l'on veut. Passons ces débats inutiles. En 2006, on a un semblant d'une constitution. On prend une constitution, mais c'était quoi la pensée, la philosophie de la constitution? On nous a dit ceci, j'étais encore jeune, je me rappelle, mais on nous avait dit ceci. On vient dans un contexte de belligérance, il faudrait qu'on ait une constitution pour asseoir la République. Et pour asseoir la République, parce que pour certaines personnes, la République commence à la naissance d'une constitution, ce qui est totalement faux. Une République n'est née pas en fonction d'une constitution, parce que vous pouvez l'avoir et ne pas avoir une République. La preuve, on l'a eu. On a eu une constitution, mais dont on n'avait même pas une république. La république vient quand on a compris l'intérêt d'une république et quand on fait une sorte de repentance politique par rapport à vos actions du passé, vous arrêtez là, vous dites, nous pensons une autre chose. Nous avons eu une république des intentions, une république des ambitions, mais jamais une république des actions. On a eu ce problème-là. Mais là encore, c'est un débat des doctrinaires. Je ne voudrais pas vous y amener parce que ça nous perdra beaucoup de temps. Mais réfléchissons plus loin encore. Nous sommes décidés d'avoir une constitution. On nous disait ceci, parce que c'est une constitution extorquée, on le sait. On nous a trompés en disant, ceux qui m'ont pris constitution, Bitumba et Kosila, du moins pour nous qui étions à l'Équateur, c'est comme ça qu'on nous disait. Si vous votez oui, il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de guerre, le pays va bien marcher, il n'y aura plus rien. C'est ce qu'on nous a dit. Je me rappelle encore jeune que j'étais, on avait ça dans la tête. Donc cette constitution, on ne l'a pas aimée comme constitution, mais on a pensé que c'était les cadres fédérateurs, c'était les cadres qui allaient nous mettre tous ensemble, qui allaient arrêter la guerre, arrêter les tueries à l'est de la République, construire des villes, amener l'émergence, être premier en termes d'économie, favoriser notre éclosion et surtout notre inclusion, parce que là il y a un problème, favoriser notre inclusion globale, économique, philosophique, tout. On pensait avoir une sorte d'inclusion avec cette constitution. Mais après 13 ans, qu'est-ce qu'on a eu? Que dalle. Les guerres à l'Est ont continué, les problèmes de Congolais ont continué, la faim a continué, la gratuité de l'école, on n'a jamais vu. Bref, tout est resté comme en 2003. Rien n'a changé. Oui, ce qui a changé, c'était la vie de certains politiciens qui ont pris part à ces assises. Eux se sont retrouvés. Leur vie, c'est vrai, a changé. Aujourd'hui, ils ont le droit de citer. Parce qu'ils ont été là ce jour où ils se sont partagés le pouvoir. Donc la constitution a été finalement une sorte d'arnaque. On a arnaqué un peuple en disant au peuple-là, si vous votez constitution, on va changer. Je suis toujours dans la même constitution. Que dit cette constitution?
Parce que les Congolais, bon, il faut qu'on comprenne, moi, le boulot que je fais, j'ai comme l'impression que je continue toujours à le faire. Mais parfois, ça devient, bon, vous vous dites, mais est-ce que ça sert encore à quelque chose de continuer à crier, de continuer à parler, de continuer à crier? Nous nous sommes dit ceci dans le préambule. Nous, virgule. Mais le problème, c'est que ça c'est juridique. Mais philosophiquement, il n'y a pas de nous. On ne peut pas parler de nous quand, à l'est du Congo, les gens sont morts. Les gens meurent tous les jours de la vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi, ça me fait peur. Dans ce nous de la Constitution, ce qu'on appelle le nous majesté, dans ce nous collectif, mais nous n'existons pas. Nous n'existons pas. Aucun enfant de la République démocratique du Congo, aucun enfant, je dis bien aucun enfant qui vit à l'Équateur ne peut vous citer ne serait-ce que même 20 territoires. Alors, 20 territoires comment on appelle, du Kivu. Il ne peut pas. Il ne le sait pas. Nous avons appris ces villages, ces cités, ces territoires grâce à la radio Okapi ou grâce à l'internet aujourd'hui. Mais c'est pourquoi, c'est lorsque ces gens sont en deuil. Est-ce que vous imaginez, mes frères? Aujourd'hui, quand on entend parler de Minembwe, vous posez la question à quelqu'un, on dit Minembwe. Le seul souvenir qu'on attache à Minembwe, ce sont les tueries qu'il y a là-bas. Donc, pour découvrir une ville au Congo, dans votre propre pays, il faut qu'il y ait des massacres là-bas pour découvrir la ville en question. C'est des villes que vous n'avez jamais entendu parler. Bunaganda, Minembwe, Vichumvi, Kanyabayonga, Mahagi, Bunga. Mais ce sont des villages que beaucoup de Congolais ne connaissent pas. Si nous avons connu ça, c'est parce qu'il y a eu massacre de l'autre côté. Est-ce qu'on est sérieux? Et vous dites après qu'on est dans nous. On n'est pas dans nous là-bas. Ici, nous ne sommes pas dans nous. Nous sommes totalement divisés, totalement séparés parce que nous ne sommes pas unis dans le sort. Ce qui arrive aux autres, ça ne nous concerne pas. Les Camerounais Sampou. Qui pouvait imaginer qu'on avait les Camerounais Sampou au Kasaï? Si ce n'est pas les Kasaïens eux-mêmes. Posez la question aux Équatoriens. Posez la question à ceux qui sont au Bas-Congo, au Bandundu. Peu de gens connaissent, mais la majorité ignore totalement l'histoire du pays. On ne connaît pas du tout. Donc, même quand on parle de lithium comme richesse du pays, c'est parce qu'on a entendu ça dans une radio, c'est parce qu'on a entendu que ou alors parce qu'aux États-Unis, en France, à l'Europe, en Occident, ils ont développé un mécanisme, ils ont dit non, nous avons besoin de telles richesses pour développer le pays. Et à ce moment-là, on dit, ça se trouve au Congo et à Colosie, on dit, ah ok, ah ça se trouve là-bas, ah je ne savais pas, ça se trouve à Kalemi, on dit, ah ils viennent à Kalemi, ah donc je ne savais pas. Oh, mais c'est compliqué, faites un tour. Les élèves de la 6e, même à l'université, allez-y poser la question à quelqu'un. Monsieur, vous connaissez Minembwe? C'est où? En tout cas, s'il suit la radio, il dira, ok, j'ai entendu que Minembwe, on a détruit Baboun Batukuna. Est-ce que c'est sérieux? C'est ça le nous collectif? C'est ça le nous? Mais il n'y a pas de nous. Nous avons une constitution, nous n'avons pas un État. Le État congolais n'existe que de nom. Je suis désolé de vous le dire. Nous n'avons pas de nation. Parce que nous ne sommes pas unis. La nation veut dire les gens qui ont accepté de vivre ensemble sans tenir compte de leurs différences, sans tenir compte de leurs divergences d'opinion, de religion, de culte. Mais des gens qui veulent vivre ensemble. Des gens qui pensent que leur unité est leur force. C'est ça une nation. Quand on commence à se regarder dans les yeux, pas au sujet de nos tribus, mais quand on commence à se regarder comme des frères, parce que nous portons le même sang congolais, nous avons la même fibre patriotique qui surpasse nos fibres ethniques et nos fibres tribales. Oui, là on peut dire, ok, ce peuple-là devient maintenant une nation. Mais nous n'avons même pas encore fait la mutation. Nous sommes encore, comme quelqu'un disait, des populaces, on est encore là. Nous sommes un nombre de gens désorganisés, vivant dans un même territoire, de façon séparée. C'est comme ça qu'on est. Quoi. Mais maintenant, il faut développer une sorte d'intelligence collective pour définir ce que nous sommes en réalité. Parce que le jour où on comprendra que nous sommes nous, c'est le jour où je verrai sur Némi, et Némi verra sur Homo, Homo verra sur Jérémie.
C'est comme ça, en fait, qu'on développe une intelligence collective. On vit ensemble. On essaie de construire une cohésion nationale. On essaie de construire une sorte d'identité collective. Nous nous reconnaissons dans nous. Mais, vous le savez, il n'y a pas encore cette reconnaissance-là. Donc, le nous ici est un nous faux. Nous sommes un pays de textes, mais jamais un pays d'application de ces textes-là. On dit ceci. Nous, peuple congolais, unis par le destin. Lequel? Lequel destin? Unis par le destin et par l'histoire autour des idéaux, des nobles idéaux de liberté. Est-ce qu'on est sérieux? Monsieur Kabila amène une constitution comme ça. Il nous fait croire que c'est ça la constitution, parce que chez nous, la constitution a précédé les échanges. Nous avons d'abord eu une constitution, après nous avons commencé à débattre après. C'est compliqué. Pourtant, la constitution dans un pays, c'est quoi? C'est l'ensemble des rites, l'ensemble des valeurs, l'ensemble des interdits et des permis, des villages, des territoires, des cultures, une sorte de brassage culturel. On le coule en forme de loi, qu'on appelle loi suprême, ou qu'on appelle loi fondamentale, et c'est à partir de là que l'État commence à naître. Parce que le livre de l'État, c'est la Constitution. Nous ne pouvons pas imaginer que une constitution nous soit donnée. Non, on ne peut pas concevoir une constitution sans le peuple. On ne peut pas. Il faut prendre la culture Tandou, la culture Luba, la culture Bandundu, la culture Mongo, la culture, je sais pas moi, Lunda, tout ça. Congo, on prend toutes ces cultures-là. Il y a des philosophes qui sont là, il y a des sociologues qui sont là, donc il y a toutes les couches de la société. Nous réfléchissons en termes des lois et nous le donnons aux constituants. Lorsque nous le donnons aux constituants, ce dernier va le prendre et va le couler en forme de loi. Et ces lois-là vont régir notre vie de tous les jours. On appelle ça une constitution qui va, avec ses démembrements, avoir des lois organiques qui vont organiser un pays. Mais maintenant, quand vous n'avez même pas ce cadre fédérateur, vous n'avez même pas eu des échanges au préalable. Il y a eu un groupe d'individus qui s'est autoproclamé avoir vos voix et qui a pensé à votre place, à votre endroit et nous ont donné ce que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez un peu? Et nous disons que nous sommes derrière les idéaux de la liberté. Mais depuis 18 ans, quelle liberté les Congolais avaient? La seule liberté que moi je reconnais à M. Kabila, parce qu'il faut le dire, c'est la liberté d'expression. Oui. Il y a eu, à un certain moment donné, la liberté de l'expression. Je peux même le dire que le Congo est mieux, très loin d'avancer par rapport à beaucoup de pays africains en termes de liberté. Vous trouvez, bon c'est vrai, les gens en parlent. Le professeur Njoli, par exemple, appelle ça une sorte de liberticide, où tout le monde raconte n'importe quoi à la télévision. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'approche de laisser tout le monde raconter ce qu'il pense. Disons, même des insultes. Je voudrais qu'on ait une sorte de liberté, mais qu'on encadre cette liberté-là. Il ne faudrait pas que quelqu'un se réveille un matin et commence à insulter le président de la République, comme on l'a fait à l'époque de Kabila. On l'a insulté pratiquement à la télévision. J'estime qu'à un moment donné, on ne peut pas faire ça dans un pays sérieux. Non, on ne peut pas insulter. On peut critiquer. Oui, même avec beaucoup de vigueur, je suis d'accord. Mais on ne peut pas insulter un président à la télévision. C'est de l'impolitesse. Même si ça se passe aux États-Unis, c'est de l'indélicatesse. On ne peut pas. On ne peut pas. Se réveiller un matin, on dit notre président est fou. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas dire ça. Je crois, hein, moi, c'est mon point de vue. Je crois qu'il faut peut-être encadrer. Mais du reste, on sait qu'il y a eu une liberté d'expression. Ça, je reconnais. Je reconnais que M. Kabila nous a quand même donné une sorte de liberté d'expression. Même si cette liberté a été souvent entachée avec beaucoup de choses, beaucoup d'arrestations de journalistes, beaucoup de tueries, beaucoup de choses, mais ça reste quand même une liberté d'expression parce qu'au Rwanda, vous ne le trouvez pas. Hein, au Congo-Brazzaville, vous ne le trouvez pas. Des choses qu'on disait ici, non, il n'y en a pas. Ailleurs, il n'y en a pas vraiment. En Chine, on est allé, mais même pour filmer, c'était impossible. Hein. On ne peut pas. On ne peut pas. Je suis même allé là-bas, on ne pouvait même pas sortir notre caméra pour filmer. On vous interdit ça. Mais ici, non, en tout cas, vous faites ce que vous pensez. Vous êtes dans une sorte de liberté. Mais quand ça commence à énerver certaines personnes, pas la loi, certaines personnes, eh bien, on vous arrête. Donc, il y avait peut-être un peu de choses à faire là-bas. Mais, à part ça, parce que ce n'est pas celle de la liberté qui construit. Regardons maintenant. Liberté, de justice, de fraternité. On n'est pas de fraternel. Solidarité, on n'est pas solidaire. De justice, il n'y a aucune justice. Paix, il n'y a pas de paix. Bref, tous les vidéos
qu'on a énoncés dans notre préambule, rien n'est là. Si vous voulez, je peux vous le lire. On dit de fraternité, de solidarité, de justice et de paix. Vous savez tous que c'est rien du tout. Animé par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Mesdames et messieurs, vous le savez très bien que le temps me manquera pour entrer, pour expliquer ces fonds, la profondeur de ces choses. En réalité, j'ai comme l'impression qu'on était en train de dire on n'aura jamais ça pendant 18 ans. Un peu que ça, quoi. Parce qu'on a comme l'impression que le gouvernement, le pouvoir de Kabila s'était vraiment battu pour qu'on n'ait pas une démocratie politique. Parce que quand on confisque le pouvoir, ce n'est pas une démocratie. J'ai comme l'impression que le pouvoir de M. Kabila s'était basé pour qu'on n'ait jamais une démocratie économique, parce qu'on n'en a jamais eu. J'ai comme l'impression qu'on s'est battu pour qu'on n'ait aucune démocratie culturelle. Bref, toutes les énoncés Nakatia Constitution, j'ai comme l'impression que le gouvernement le pouvoir de M. Kabila s'est basé pour détruire en fait ces idéaux-là. Un peu comme si on travaillait contre ce qu'on voulait. Et maintenant, au regard de toutes ces choses, M. Kabila s'est construit un leadership, vous n'avez aucune idée. M. Kabila a fabriqué des hommes au Congo. Il a fabriqué des hommes qui ne valaient même pas la peine. Il a fait d'eux des ministres, du premier ministre, des agents des renseignements, des militaires, des hauts gradés. Donc, M. Kabila a construit son monde à lui. Il a construit ses hommes à lui. Des gens qui peuvent mourir pour lui. Des gens qui sont prêts à renier leur famille, leur conscience, mais pour faire allégeance à M. Kabila. Alors, pourquoi aujourd'hui, on parle aussi légèrement d'un empire conçu pendant 18 ans? Et des gens s'amusent aujourd'hui à le dire, non, il faut l'arrêter tout de suite. Vous allez arrêter quelqu'un de comme ça? Vous allez l'accuser où d'abord? Non, réfléchissons comme des hommes. Dites-moi, vous arrivez au pouvoir, vous l'arrêtez. Vous allez donner l'ordre à qui? Et qui va obéir à cet ordre-là? Qui obéira à cet ordre? Mes frères, il ne faut pas qu'on raconte des choses parce qu'on veut raconter. C'est pas bien, de tromper le peuple inutilement. Notre combien de pouvoir, tu vas donner l'ordre à qui et qui va t'écouter? Tu vas donner l'ordre à qui et qui va t'écouter? Parce qu'il faut comprendre ici qu'il y a des gens qui ont été fabriqués. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on est dans un pays où un ancien directeur de l'ANER, s'il vous plaît, ancien directeur de l'ANER, mais qui dit aux Congolais que nous avons été fabriqués par... Messieurs, chers frères, parfois je me dis, mais est-ce que nous allons comprendre? Moutuya ANER, à Lobiboui, nous avons été fabriqués par cet homme-là. Nous lui devons respect. Est-ce que vous comprenez de profondeur à la propos? Est-ce que vous savez la capacité de nuisance il y a Moutuya ANER? Est-ce que vous savez la capacité des informations qu'il détient? Et aujourd'hui, par un coup de médias, vous voyez la TV, ok, on va tous les arrêter. Et demain, vous vivez. Non, chers Congolais, arrêtons de nous distraire pour rien. Arrêtons de nous distraire pour rien. Il faudrait mettre des plans, des stratégies pour arriver à bout à un dictateur. On ne peut pas détruire spontanément un dictateur ou quelqu'un qui a passé 18 ans. Pendant 18 ans, souvenez-vous que 18 ans, quelqu'un a fini ses études. 18 ans, ça veut dire que quelqu'un a terminé son processus d'université. 18 ans, ça veut dire que quelqu'un a fini l'architecture de la magistrature. C'est-à-dire qu'il est quelqu'un qui est venu comme procureur simple, il devient procureur général de la République. Et il est là, pas parce qu'il a été excellemment intelligent, non. Mais parce qu'il a fait plaisir à un homme, et cet homme a décidé qu'il soit là. Alors quelqu'un de comme ça, vous parce que vous arrivez, alors qu'il sait qu'on a encore vous arrivez, c'est lui que vous allez faire partir et vous donner de l'ordre. Mais vous allez créer un chaos que vous n'allez pas supporter, que vous n'allez même pas maîtriser. La seule chose quand on arrive dans un contexte comme ça, on n'a même pas inventé. Mais Machiavel le dit dans son livre. Le prince a deux choses. Où il détruit les systèmes qu'il a rencontrés, où il essaie lui aussi de prendre les mêmes hommes et de les utiliser autrement. Et ça ne se passe pas dans un jour, non, ça ne se passe pas dans un mois, ça ne se passe pas dans 2 mois. Parce que ces hommes-là, qui ont géré les grandes institutions de la République, ont besoin de garanties. Ils ont besoin de garanties que s'ils vous quittent, ils quittent leur ancien chef et ils font allégeance à vous, vous n'allez pas vous retourner contre eux. Parce que tout le monde sait que M. Félix Tshisekedi a ses hommes aussi. Tout le monde le sait. Il a lui aussi ses hommes de la NER, il a lui aussi ses hommes de régie, tout ça. Mais il y a une sorte de guerre.
ceux qui ont vécu longtemps dans ce domaine-là se disent aussi la même chose. Ils disent, Alingana Batunoye, dans tout Tikiawa, dans ceux qui vont changer ma kambu, donc on a intérêt. Ils sont là en train d'attendre maintenant leur chef, Alobani. Si leur chef dit, ok, tu as libérer, ok, ils peuvent libérer. Mais ceux qui l'autre ne leur dit rien. Mais on est dans un problème sérieux même. C'est pourquoi je dis que le Congo actuellement traverse une situation la plus difficile de l'histoire. Parce que vous trouvez des gens qui ont construit, qui ont détruit le pays, qui sont encore là, qui se refusent d'aller en exil, et qui sont prêts maintenant. Et bien, ils sont prêts dans ça maintenant. Ils disent non, entre de toutes les façons, où on va aller? Voyez-vous? Mais au-delà de tout ce que l'on peut dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, notre constitution est si claire au sujet de M. Kabila. Je ne vois pas pourquoi les gens se tuent pour lui. Je ne vois pas pourquoi les gens continuent à avoir peur de lui. Il est vrai, il a fait 18 ans. Il est vrai, il a construit son leadership. Il est vrai qu'il a eu son empire. Mais toutes ces choses-là sont aussi, je vais dire, si vous permettez-moi l'expression, détruisables. Hein? Si ça existe. Ces choses-là peuvent être détruites. Mais ça ne peut pas être détruit brutalement. Hein? Et ça doit être fait intelligemment. Ça ne peut pas être détruit brutalement. Ça ne peut pas être détruit spontanément. Il faut vraiment une méthode. Une méthode de sage. Une méthode de prudence. Une méthode intelligente pour savoir comment démanteler. Même les États-Unis, le pays le plus fort du monde, ce pays, les États-Unis n'ont pas pu détruire Saddam le même jour. Non, ils n'ont pas fait. Saddam Hussein n'a pas été détruit le même jour. Non. Ben Laden n'a pas été capturé le même jour. Les États-Unis savent. Vous ne pouvez pas détruire un régime qui a longtemps perduré. En un jour, c'est pratiquement impossible. Vos souhaits sont des souhaits, je veux dire, émotifs. Pour la plupart des cas. Comment ça va se passer? Oh, il faut faire la guerre. Guerre, vous allez souffrir quoi? Votre peuple là a une guerre. Votre peuple là a les armes. Ce peuple n'a pas d'armes. Ce peuple-là n'a pas d'armes. Les gens, c'est Moko qui me sera congolais. Nyoso, na boulevard. Moko, de tout. Panzani. Parce que monsieur, dans son régime, avait réussi à faire une chose. Déstructurer la pensée du Congolais, inculquer la peur dans cette population, et tout le monde a peur. Et c'est cette peur-là qui est une prison pour un peuple. Lorsque tout le monde a peur, ça commence à devenir compliqué. Tout le monde a peur et tout le monde fait choisir un terrain pour aller, je dirais, déverser sa colère. Et généralement, c'est à l'extérieur. Non, c'est pas comme ça. C'est ici à l'intérieur que ça doit se passer. Le problème, mesdames et messieurs, c'est dans la tête des Congolais. Je peux vous garantir que cette constitution Otozanango, et la constitution Oyo, Soki Bolingibo changer Ango, il faut peuple andima. Si le peuple accepte, quelqu'un m'a dit l'autre hier, non, on va changer la constitution. Impossible. Depuis que M. Kabila est là, ils n'ont pas changé la constitution. Ils ont tenté, non? Vous vous rappelez en 2015, qui dans la loi électorale, qu'est-ce que le peuple avait dit? Avait dit non. Est-ce qu'on a fait ça? Tout ça là qui est monté. En 2010 ou je crois 11 comme ça, on a eu un problème, il y avait élection. Le peuple a dit non, et c'était non. Et tu continues de l'Angolelo. Donc, les changements à la Constitution, pouvez-vous me croire, ça n'existera et que ça ne maka jamais. Changement à la Constitution, et que ça ne mate, n'a demandé à M. Kabila. Ce qui changement à la Constitution est salemi, c'est que M. Félix Tshisekedi a dit. Et s'il lui accepte, une bonne partie de la population, bandimi, alors en ce moment-là, changement à la Constitution est que salemi. Mais ce qui est président Ndimi en côté, le peuple a dit en côté, changement de constitution, ça limité. Or, ce qui changement de constitution, ça limité, M. Kabila a fait moi bandé la président et zaté. Parce que dans la modification de la constitution, et qu'on changeait l'article 221, on a expliqué aux Congolais que modification de la constitution et qu'on changeait l'article 220T. Article 220 est vendu dans le biloko mi balé, par rapport à mandat, et vendu dans nombre de mandat, na durée de mandat. Na Congo, toki kozonga sa mandat na 50 ans. Pardon, toki kozonga sa mandat na 40 ans. Toki kozonga 70 ans. C'est pas possible. La Constitution ne le permet pas. Et aucune modification constitutionnelle ne peut porter sur cette matière-là. Est-ce que c'est difficile à comprendre vraiment? Parce que M. Kabila, comme président d'Engeni, il va comme président le mécanisme Nini. La politique, mais oui, mais cette politique-là doit être supportée par un cadre juridique.
On commence d'abord par modifier le cadre juridique pour asseoir une pression politique. Tout ça en 2011, va changer 2 tours et combien de tours? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Ils ont d'abord changé le cadre juridique. Ils ont d'abord changé le cadre juridique avant d'asseoir un cadre politique. Mais maintenant, ceux qui veulent changer la constitution, ils vont le changer sur base de quoi? Pour qu'il va changer la constitution, pour que M. Kabila soit à la présidence, il faut changer la constitution. Ce qui va changer la constitution, c'est à cause de la présidence, à commis président au Sénat, prenons dans l'absurde. Même ceux qui va ici à la mandat électif, mais supposons que bon que Bandemi a commis président au Sénat. Alors ça comment ça n'est ça n'est. Soit comme président Sénat, à cause comme président parce que regardez, loi lobby boué. Soit comme président Sénat, au combien de la révision constitutionnelle T, au conseil de l'état de siège T, au conseil de l'état d'urgence T. Quelles que soient les raisons, tu ne peux pas appeler un état d'urgence, tu ne peux pas appeler état de siège. Or, état de siège, état d'urgence, ne permet à un dictateur avant d'assumer ma casse. Mais est-ce que vous pensez vraiment que tout le monde est bête pour accepter, cautionner ça? Mes frères, que la peur ne régente pas vos sentiments. Je peux vous le garantir aujourd'hui, M. Kabila ne sera pas président du Congo. C'est pratiquement impossible. Je le dis aujourd'hui, prenez ma vidéo, gardez-la comme on a toujours l'habitude. Mais quand vous allez la garder, s'il vous plaît, tenez compte de ceci. Un seul paramètre peut permettre à M. Kabila de redevenir président au Congo. Un seul paramètre, c'est le changement de la constitution. Il faut donc changer cette constitution. Or, la constitution du Congo ne peut pas être changée sans que le peuple dise oui. Pratiquement impossible. Alors, je dis bien pratiquement impossible. On ne peut pas changer la constitution aujourd'hui, même si l'Assemblée nationale n'avait que les gens du FCC. Attends, on va faire ça. C'est pas possible. Qu'on ne vous trompe pas. Ça, je vous dis que la loi. Vous voulez les articles? Lisez l'article 220 de la Constitution. Vous voulez les articles? Lisez l'article 104 de la Constitution. Aussi simple que ça. Lisez ces articles-là calmement, sans émotion, sans état d'âme. Vous comprendrez qu'il n'y a aucune possibilité. Ils sont allés, Wana, non pas pour comme président, mais pour décider sur le Sénat qui sera sénateur. C'était là leur problème. Ce n'était pas le problème de M. Kabila qui sera président. Il le sait. Il le sait très bien qu'il ne peut pas. Bon, il y a des gens qui continuent à croire qu'il est plus fort que ça. C'est bon, on va continuer. La peur d'un peuple. Le peuple a très peur. Et M. Kabila et le FCC se nourrissent de votre peur. Bon. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Évitez d'avoir peur, s'il vous plaît. Regardons le Congo dans sa grandeur. Ne confisquons pas les pays. Surtout, ne les laissons pas tomber dans des histoires aussi inutiles comme ça. On va prendre la deuxième partie. Et c'est là qu'on parlera de Bemba Katumbi Fayulu appelé à faire le choix de l'émergence ou le choix du chaos. Abonnez-vous très massivement, mesdames et messieurs. Je ne sais plus le nombre, on est à combien aujourd'hui, mais abonnez-vous, on n'est pas si loin des 40 000. Abonnez-vous massivement, on va se retrouver dans la deuxième partie et au mois de juillet, on atteindra les 50 000 comme on s'était entendu. N'oubliez pas notre challenge. Base, obtenez-moi 50 000 abonnés, s'il vous plaît. Pousse Dieu nous bénir tous, on se retrouve après. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Polosa et simba lisute pour makamuna moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika. Donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah oyoki allez quitter Polosa on na ba chama ni na kale na lamu na kekuna là va ah on nous on a arrangé comment coquette ah ouais vraiment. Et en plus, Nayoki qui a commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo commis partout dans l'Europe. Comment coquette, ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.